Bienvenue dans M'endors pas, Stop Soumission Chimique, la série pour informer, comprendre, prévenir et surtout ne plus jamais se taire. Un podcast présenté par Caroline Darian. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Jean-Claude Alvarez, qui est toxicologue et qui exerce à l'hôpital, Raymond Poincaré, à l'hôpital de Garches, pour nous parler, plus spécifiquement, d'une science qui s'appelle la toxicologie. Merci Jean-Claude d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonjour à tous. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, pour les personnes qui nous écoutent? Donc je suis pharmacologue à l'université, Paris-Saclay-Versailles, à la faculté de médecine et je suis par ailleurs chef de service du laboratoire de pharmacologie toxicologie de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, laboratoire expert médico-judiciaire depuis 25 ans. En quoi, selon vous, le rôle d'un expert toxicologue est important pour, dans les cas de soumission chimique pour les victimes, qui ont, été agressées, sous, substance, que ce soit, drogue ou médicament? Le toxicologue a un rôle, essentiel puisque c'est lui qui va mettre en évidence la substance qui a été administrée à son insu à la victime. C'est une preuve irréfutable. Tant que l'on n'identifie pas la molécule, on peut toujours parler de soumission chimique, mais la question reste en suspens. Donc le toxicologue a un rôle important. Rôle majeur parce que c'est pas très simple. Les molécules s'éliminent très rapidement Mmh. et donc, il va falloir utiliser des méthodes très sophistiquées pour arriver à mettre en évidence les molécules qui ont été administrées à la victime. On dit souvent, que pour les victimes de soumission chimique, les analyses toxicologiques, c'est un peu une course contre la montre. Oui, parce que l'organisme est ainsi fait, on vous administre quelque chose ou vous prenez quelque chose, l'organisme va toujours vouloir l'éliminer et il y arrivera tout le temps. Et donc, on vous administre une molécule, peu importe la molécule, elle va être éliminée. Il y a des molécules qui s'éliminent très très vite de l'organisme. Comme par exemple? Le GHB, par exemple, la drogue du violeur, celle qu'on appelle la drogue du violeur, 6 heures après, vous en avez plus dans le sang et puis dans les urines, c'est un peu la poubelle de l'organisme, donc ça dure toujours plus longtemps. Il y a une fenêtre de détection plus longue. Dans les urines, ça va être 12 heures à peu près. Ce qui veut dire que 12 heures après l'administration de GHB à quelqu'un, il n'y a plus moyen d'identifier la molécule. Donc c'est une course contre la montre. Alors, on parlera un petit peu plus tard du cheveu. On Ouais. peut faire des analyses de cheveux, c'est important de le savoir a posteriori, mais si on veut avoir une preuve irréfutable dans le sang et dans l'urine, il faut aller très vite. Alors le GHB est un cas très, très particulier. Après, toutes les autres substances durent quand même plus longtemps et je dirais que dans les 3 jours qui suivent l'administration d'une substance, quand vous vous adressez à un laboratoire compétent, il est capable en général d'identifier la substance dans les urines, au moins dans les urines pendant 3 jours. Le GHB, juste rappelons-le, hein, c'est que 5 des cas de soumission chimique en France, donc c'est pas du tout la molécule qui est la plus utilisée dans les cas de soumission chimique à des fins d'agression, et d'agression sexuelle. Il y a d'autres substances, que le GHB. Le médicament, par exemple. Alors ce qui est le plus utilisé en France, ce sont les médicaments, les benzodiazépines pour ne pas les citer. C'est ce qui est utilisé, ce que le recensement des cas de soumission chimique en France et ailleurs d'ailleurs, le montre. Donc on a plus de médicaments que de GHB. Oui, le GHB, c'est surtout utilisé dans certaines soirées, chemsex, des choses comme ça, mais pas tellement en soumission chimique. Fort heureusement, puisqu'il y a ce problème d'élimination très rapide. Mmh. Donc c'est pas plus mal. Après, c'est pas très simple à gérer le GHB. Il suffit que vous en mettiez un peu trop, la personne va s'endormir, peut tomber dans le coma, donc c'est pas très simple à gérer. Non, mais je sais aussi que, en tête de liste dans les drogues, c'est surtout la MDMA qui revient en Elle n'est pas forcément en tête de liste, la MDMA. Elle fait partie de celles qui sont de plus en plus utilisées. Peut-être on a des cas qui apparaissent de plus ouais, en plus, mais c'est pas celle qui est le plus utilisée. Celles qui sont le plus utilisées aujourd'hui, ce sont les benzodiazépines, hein. c'est les médicaments donc. Oui, c'est les anxiolytiques, les hypnotiques, c'est-à-dire des produits qui vous font dormir. Ouais, absolument. Le but, c'est, d'arriver à sédater la personne. Vous lui donnez quelque chose qui va la faire dormir, mais elle veut pas dormir. Elle est en soirée, donc elle va lutter contre l'effet du produit et donc tous les effets pervers du produit vont apparaître Mmh. et donc l'amnésie antérograde, vous allez oublier tout ce qui va se passer après l'administration du produit. C'est souvent associé avec l'alcool, donc vous potentialisez ces effets délétères et donc la personne va être désinhibée, elle va être sédatée, elle sait plus ce qu'elle fait et puis surtout elle va plus se souvenir. Donc la drogue idéale pour, quelqu'un qui va vouloir utiliser, ces molécules dans un cadre de soumission chimique. Alors que le médicament à la base est utilisé justement pour soigner, Oui, les j'imagine? médicaments sont là pour soigner, bien entendu.
Ça marche très bien, hein, c'est des médicaments qui marchent bien quand vous avez des insomnies. Les hypnotiques, ça vous fait dormir. Voilà. Mais là, c'est clair, on vous donne un produit qui vous fait dormir et vous ne voulez pas dormir. En plus, vous associez avec de l'alcool, donc Mmh. voilà, vous avez les effets délétères. Mais ces produits marchent très, très bien Mmh. pour l'insomnie, pour c'est des Les anxiolytiques troubles souvent. anxieux, c'est Donc ça. tout ce qui est trouble anxieux, ça marche très, très bien. C'est dérivé de son usage, c'est du mésusage, hein, mais malheureusement, de plus en plus, il y a ce mésusage qui intervient. Il faut savoir que l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, a agi, suite à nos résultats, en passant sous forme de stupéfiants un certain nombre de molécules. Le zolpidem, par exemple, Oui. le clonazepam, le Rivotril, par exemple, en gouttes, très utilisées en solution chimique. Ce Mmh. sont des gouttes blanches. Vous mettez ça dans un verre, ça se voit pas. Incolore et inodore. Incolore, inodore. Donc c'est passé sous forme de stupéfiants, plus compliqué à se fournir les produits et il faut bien reconnaître que ça marche. Mmh. On voit de moins en moins de soumissions chimiques au clonazepam et aux zolpidem. Il y en a d'autres qui ont pris le relais. Mmh. Je ne les citerai Non, pas, non, c'est pas mais la peine. On va voilà. pas donner les formules, enfin, en tout cas, les bons plans, aux personnes qui, auraient de mauvaises idées ou de mauvaises intentions. Pour en venir à l'analyse du cheveu, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Que faut-il savoir finalement? L'analyse des cheveux existe. C'est-à-dire que si vous dépassez le délai de 3 jours à peu près, certains vont jusqu'à 5 jours. On peut, avec les machines que l'on a aujourd'hui, aller jusqu'à 5 jours pour identifier une molécule dans les urines. Passé ce délai, il y a plus rien dans l'organisme, tout s'est Mmh. éliminé. En fait, le cheveu, comment ça fonctionne? Pendant tout le temps où votre molécule se trouve dans le sang, elle va passer au niveau du bulbe du cheveu. Et le bulbe du cheveu, il est en train de faire son travail, c'est-à-dire il crée du cheveu. Donc pendant quelques heures, vous avez fait une marque sur votre cheveu qui est en train d'être synthétisé. Cette trace, il faut attendre à peu près une semaine pour qu'elle sorte à l'extérieur du cuir chevelu, parce que là on est dans le bulbe à Ouais. l'intérieur. Vous attendez une semaine et cette trace, elle est à l'extérieur. Et le cheveu pousse à peu près à 1 centimètre par mois. Donc, dans un mois, la petite trace que vous avez faite un mois avant, elle sera à 1 centimètre de votre scalp. Et donc, on va faire des analyses de 2 centimètres par 2 centimètres. Et D'accord. dans le premier segment, les 2 premiers centimètres, les 2 derniers mois, on va identifier cette toute petite marque qui a été faite un mois au préalable. Alors, pourquoi on fait des segments de 2 centimètres? Parce qu'il y a une variabilité. On n'a pas tous les cheveux qui poussent à la même vitesse. Ça oscille entre 0,7 et 1,4 centimètres par mois. Si on prend 2 centimètres, on est sûr De que pouvoir avoir la section voilà, la qui va molécule, vous elle est intéresser. forcément à l'intérieur. Donc on va faire un prélèvement un mois plus tard et on va faire donc chez moi, on fait 4 segments de 2 centimètres, donc 8 mois en arrière. Mmh. Et si je retrouve la molécule uniquement sur le premier segment, je peux dire que dans les 2 mois qui précèdent, il y a eu une administration d'une substance. On connaît les concentrations. En général, on est sur entre 1 et 10 picogrammes par milligramme. Vous voyez, de l'infiniment petit. C'est une seule prise, un seul comprimé. Et si je n'en ai pas ailleurs, je peux dire au juge, il y a eu l'administration de cette substance une fois dans les 2 mois qui précèdent et jamais pas d'autre administration dans les 8 mois, parce que j'ai fait 4 centimètres, 4 segments de 2. Alors je ne peux pas dire, c'est le jour de la soirée où il y a eu, Oui, parce que tout ça, il faut le dire, hein, ces analyses toxicologiques, elles servent à faire un lien de causa de d'avoir un lien de c'est une causalité. preuve, absolument. Voilà. C'est montré qu'il y a eu une seule administration pendant les 8 mois qui précèdent et forcément dans les 2 mois, qui précèdent le prélèvement de cette substance. C'est pas formel. Par contre, il faut penser à tout ce qui va autour dans la soumission chimique. Ça veut dire quoi? Les vecteurs. Un verre qui n'a pas été lavé, même s'il est vide, Mmh. nous, on a plein de substances à l'intérieur du verre. Donc on pourra affirmer que ce que l'on a trouvé dans les cheveux, c'était forcément ce soir-là, Également. puisqu'on l'a retrouvé également dans le verre. Moi, j'ai le cas que je donne tout le temps, qui était passé, dans un magazine, le magazine de la santé sur la 5, en France. Une jeune fille droguée pendant une croisière. Elle revient 5 jours après, donc plus possibilité de faire du sang d'urine. On fait l'analyse de cheveux, on trouve 2 molécules dans ses cheveux. Ce soir-là, cette jeune fille, elle avait vomi. Mmh. Elle avait gardé ses vêtements sans les laver. On a analysé le vomi et les 2 molécules que l'on a retrouvées dans les cheveux, on les a Également identifiées dans retrouvé sur son les vêtements. vomi, ce qui voulait forcément dire que c'était forcément ce soir-là. Puisque si on l'a dans le vomi, Mmh. c'est que c'était bien ce soir-là qu'on lui avait administré. Ces analyses, toxicologiques, elles peuvent être, efficacement effectuées où? Ça, c'est la 1re question et puis l'autre, est-ce qu'elles sont simples à analyser, ou est-ce que simplement il faut, du matériel ou de la une technologie de pointe? Non, question hyper importante. Bien entendu,
Il faut s'adresser à des laboratoires spécialisés en soumission chimique, des laboratoires qui font de la soumission chimique depuis des années. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la soumission chimique, que je me bats pour essayer de faire en sorte que la soumission chimique, on parle un peu plus. Alors, comme j'ai dit à notre députée Sandrine Josso, malheureusement, ça lui est tombé dessus et heureusement finalement, parce qu'au moins, voilà, ça permet d'en parler aujourd'hui. Il y a eu aussi, bien entendu, l'affaire Bill Cook, que tout le monde connaît. Mmh. Mais bien entendu, il faut s'adresser à des laboratoires spécialisés. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les laboratoires de biologie médicale sont devenus des toxicologues. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas possible. Il faut du matériel hautement spécialisé, il faut de l'expérience pour interpréter ces résultats. Croyez-moi, c'est pas simple du tout. Et quand on s'adresse aux cheveux, c'est encore pire. On ne peut pas interpréter une analyse capillaire quand on n'a jamais fait d'analyse capillaire. Donc oui, il faut, alors on va reparler probablement du kit de prélèvement, il faut Oui. qu'on arrive à faire ces prélèvements partout en France, mais il faut que ces prélèvements soient analysés dans des laboratoires de référence, des laboratoires spécialisés. Il y en a plein sur le territoire, mais qui sont clairement identifiés. C'est pas tous les laboratoires de biologie de France. Non. Non. Et d'ailleurs, à juste titre, vous, mentionniez, Sandrine Josso, mais dans le rapport qui a été remis, à Aurore Berger, il y a aussi l'idée de pouvoir répertorier, cartographier ces laboratoires, qui sont des laboratoires qui sont habilités à faire les bons prélèvements avec la bonne technologie, pour que justement, on évite ces faux négatifs ou, des analyses, qui ne soient pas considérées comme de véritables preuves pour les victimes au regard de la justice. C'est très important. Vous voyez, moi, j'ai vu encore circuler il y a pas très longtemps, on m'a demandé, l'interprétation de résultats qui avaient été faits en immunoanalyse. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que c'est on détecte, on utilise un anticorps qui va détecter telle ou telle classe de produits. Les seuils de positivité de ces techniques sont entre 200 et 300 nanogrammes par millilitre dans les urines, mais on descend à 1, 0,5, 0,1 nanogramme par millilitre dans notre laboratoire pour identifier des prélèvements tardifs. La Ouais. personne, elle vient pas porter plainte, juste quand ça vient de lui arriver. Ça va être plusieurs heures après, plusieurs jours après. Voire plusieurs mois après. Alors plusieurs mois, on sera sur du cheveu, mais si par exemple on est 3 jours après, vous n'avez pas 200 nanogrammes par millilitre dans les urines. Sinon, c'est qu'elle vient juste de le prendre, avant de venir. C'est des concentrations très faibles et donc en utilisant ces méthodes-là, je peux vous garantir que vous serez toujours négatif et ce qui est dommage, c'est qu'un résultat négatif, derrière, la police considère que le résultat, il a été fait par un laboratoire de biologie et par conséquent, bah, il a valeur irréfutable. Donc Donc vous êtes c'est classement sans suite. absolument classement sans suite. On ne donne aucune chance à la victime Mmh. d'identifier qu'elle a été réellement soumise chimiquement. C'est Ouais. inadmissible. Alors comment faire pour qu'un élément, de preuve soit justement tangible et irréfutable? Le prélèvement peut être fait n'importe où. L'analyse du prélèvement doit être faite dans des laboratoires spécialisés. Moi, si vous voulez, dans mon laboratoire, j'ai 50% à peu près de soumission chimique hospitalière et 50% de soumission chimique judiciaire. Je traite mes soumissions chimiques hospitalières de la même manière. C'est-à-dire que le résultat, c'est comme s'il était fait dans un cadre médico-judiciaire. Il est irréfutable. J'utilise les mêmes méthodes. Je vais même faire un rapport. Exactement comme je fais pour la justice. Il est peut-être un peu moins développé. La justice, on va prendre des photos, on va encore quand même à l'hôpital, on prend des photos. Donc voilà, il faut s'adresser à des laboratoires qui ont l'habitude de faire du médico-judiciaire, qui ont l'habitude de faire de la soumission chimique en médico-judiciaire. Il y en a plein de territoires. Il y en a au moins un par département. Il faut donc s'adresser à ces laboratoires. Les victimes s'adressent directement à vous? Comment ça se passe quand, vous faites des prélèvements, sur des cas? Est-ce que vous avez parfois la communication ou le lien direct avec les victimes pour leur faire la pédagogie, leur expliquer, ce dont ils retournent? Oui, bien sûr, il m'arrive d'avoir tout ce qui est prélèvement de cheveux, par exemple, c'est moi qui les fais dans mon laboratoire, puisqu'on est un mois après les faits et si on est dans un cadre hospitalier, idem. C'est-à-dire que je vais faire le prélèvement, capillaire et je vais analyser, le prélèvement. Au moins, je suis sûr que le prélèvement est correctement fait. Faire un prélèvement de cheveux, il faut le faire correctement. Il faut bien couper au ras du cuir chevelu. C'est voilà, ça s'apprend. Donc bien entendu, j'ai affaire aux victimes. Si on est sur du sang et de l'urine, là, en général, c'est, soit les urgences qui m'envoient les prélèvements. Ouais. La victime n'a pas voulu porter plainte, elle va aux urgences. Malheureusement, elles ne sont pas toujours prises, Au en sérieux? charge, absolument. Ça, c'est un vrai souci.
Sinon, elles passent par les unités médico-judiciaires, hein, les UMJ, et donc là, c'est judiciarisé. Après avoir porté plainte, hein. Elles ont été portées plainte au préalable, bien entendu, même si maintenant pas mal d'UMJ, la nôtre par exemple la Garche, ça y est, elle fait les prélèvements, même s'il n'y a pas eu encore de réquisition. Moi je C'est dis important ça de le c'est très mentionner. important. Je dis toujours, avec la police avec laquelle je travaille beaucoup, la gendarmerie, pareil, discutez après. Faites d'abord les prélèvements, c'est Ouais. ça l'urgence. On fait le prélèvement le plus rapidement possible, ensuite on discute, on prend la plainte, on voilà. Il faut vraiment c'est une course contre la montre. Si on veut identifier correctement la molécule dans le sang et dans l'urine, il faut faire des prélèvements rapides. Bien entendu, il y a toujours le cheveu après, mais le cheveu, c'est pas fait partout. Il y a des laboratoires qui savent pas faire du cheveu, qui disent qu'ils font du cheveu, ils savent pas forcément. Ils ont pas d'expérience dans le cheveu. Donc, déjà, faisons le sang et l'urine le plus correctement possible. Ce qui veut dire, il faut faire des prélèvements le plus rapidement possible. Donc si vous voulez, Ouais. vous voyez, il y a le côté judiciaire. En général, il est bien traité parce qu'il y a des laboratoires qui font ça, il y a les UMJ qui font les prélèvements. C'est le côté hospitalier qui est un vrai souci. Jusqu'à présent, c'était un vrai problème. Donc, vous savez, moi, j'ai déposé il y a quelques temps pour être reconnu laboratoire de référence au sein du ministère de la Santé. Certains de mes collègues, de mes confrères ont considéré que la soumission chimique, c'était que du judiciaire. Pas du tout. Alors là, on est en train de, enfin Oui. de changer. Ça fait des années que je me bats pour dire que la soumission chimique, c'est également un problème hospitalier. Et là, on le voit bien. C'est les victimes ne portent pas forcément plainte. Parfois, elles vont aux urgences. Moi, ce qu'elles me disent, c'est bah, si vous trouvez quelque chose, j'irai porter plainte. Voilà. Voilà, On parce sait que que c'est un levier pour les victimes. oui, elles culpabilisent, elles ont pris de l'alcool, parfois un peu de cannabis, elles ont le trou noir et elles se disent bah, peut-être que j'ai abusé, je sais pas. Mais quand on prouve qu'elles ont été droguées, là, je peux vous Ça garantir change littéralement la donne elles et changent leur d'attitude. Mais trajectoire. bien sûr, et là, elles veulent aller jusqu'au bout. Elles veulent porter plainte parce qu'elles veulent que l'auteur paie ce qu'il a fait. Parce que là, il y a plus elle a voulu, mais bien sûr qu'il y a eu, mais elle a voulu. Non, elle n'a pas voulu. Elle a été droguée. Elle ne Donc savait pas ce qu'elle c'était faisait. sans son consentement. Absolument. Jean-Claude Alvarez, vous avez fait partie du groupe de travail sur la mission gouvernementale pilotée donc par Sandrine Josso. Le rapport a été remis le 12 mai à notre ministre Aurore Bergé. Selon vous, en tant qu'expert, en quoi ce rapport représente une avancée majeure dans la prise en charge des victimes? C'est une reconnaissance, que je vous disais tout à l'heure, du fait que les victimes sont aussi des patients hospitaliers. Ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse prendre en charge les victimes partout en France de la même manière. Alors, à Paris, on a des UMJ, les unités médico-judiciaires, donc c'est facile d'aller porter plainte et d'aller. Mais il y a des endroits en France où malheureusement, les victimes, il leur faut 2 ou 3 jours pour avoir un prélèvement. C'est trop tard. Donc, j'espère que cette mission parlementaire va permettre de donner la chance à toutes les victimes en France d'avoir un prélèvement rapide et de vraies analyses derrière dans des laboratoires spécialisés. J'insiste, mais c'est très important, dans des laboratoires spécialisés et surtout pas dans tous les laboratoires de biologie médicale. Je suis biologiste, hein, Oui. c'est mes confrères, hein, mais que chacun fasse son métier. Moi, je ne fais pas de biochimie, je ne fais pas d'hématologie, je ne fais pas de microbiologie, je fais de la toxicologie exclusivement, qui est un pan de la biologie médicale. La biologie médicale, c'est plusieurs pans. Nous sommes très, très spécialisés. Il faut que ce soit fait par des toxicologues et pas uniquement des biologistes, des toxicologues biologistes. Une des mesures prioritaires listées dans le rapport par, Sandrine Josso et la sénatrice, Véronique Guillotin, c'est, la mise en place et l'implémentation de kits de prélèvement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette mesure? À quelle échéance elle pourra voir le jour? D'où est née cette idée Au départ, on était parti sur des kits de détection. qui avait été annoncée par le gouvernement, Voilà, l'année je ne sais pas le dernière? dire. Voilà, ces kits de détection, ça ne marche pas. Bon, Pourquoi? parce qu'on ne peut pas détecter, mais en soumission chimique, moi je détecte 150, 200, 250 molécules. Vous imaginez un kit de détection, une petite bandelette qui vous permet de détecter 250 molécules? Mais ce serait trop beau. Mais alors moi souvent, Jean-Claude, on vient me dire: «Oui, mais j'ai vu, en pharmacie qu'il y avait des kits, de détection avec des bandelettes, qu'est-ce que vous en pensez?» Je vous pose la question. Alors, ces kits ne marchent pas. D'ailleurs, l'ordre des pharmaciens vient d'envoyer un message aux pharmaciens
pour leur dire de ne pas vendre ces kits. Comment vous voulez qu'un kit de détection puisse détecter 200 ou 250 molécules telles que l'on cherche nous dans notre laboratoire? C'est juste pas possible. Donc ces kits de détection n'existent pas et ceux qui existent ne marchent pas. Que les choses soient bien claires. Donc il n'y a pas de kit de détection. Il y a eu des kits de détection qui ont été faits pour le GHB dans un verre, ça marche très mal. Donc oublions ces kits de détection. Les premiers échanges que j'ai eus avec Sandrine Josso au départ, je lui ai dit: «Écoutez, je pense qu'il faut partir sur de bonnes bases. Kit de détection, ça n'existe pas et ça n'existera pas. Ça m'étonnerait que ça existe un jour». Oui. Parlons de kit de prélèvement. Ça, c'est autre chose et ça, c'est important. Kit de prélèvement, ça veut dire que partout en France, une victime doit avoir la possibilité d'avoir un prélèvement effectué en un temps record, le plus rapidement possible. Alors, il n'y a pas de temps record. C'est comme je vous l'ai expliqué, le GHB, c'est 12 heures. Il faudrait que dans les 12 heures, une victime puisse avoir eu un prélèvement sanguin et urinaire. Alors, le GHB, c'est un peu à part parce que certes, ça dure pas très longtemps dans le sang et dans l'urine, mais en même temps, les effets sont très courts. Le GHB, c'est un trou noir de 3-4 heures. Donc, vous prenez conscience plus rapidement, donc vous pouvez éventuellement aller plus rapidement vous faire un prélèvement. Une benzodiazépine, par exemple, le trou noir, c'est Plusieurs heures. 9, 10 heures, 11 heures. Donc là, c'est clair que c'est difficile d'aller faire un prélèvement dans les 12 heures. Mais ça va durer plus longtemps dans le sang et dans les urines. Donc, vous voyez, Ouais. finalement, c'est assez bien fait. C'est ce qui s'élimine rapidement, effet très court. Ce qui reste plus longtemps, effet plus long. Donc voilà, ce qui est important avec ce kit de prélèvement. Alors, je ne sais pas comment il sera fait, mais il faut que chaque victime puisse avoir un prélèvement rapide. Une chose qui est très importante dans ce rapport, qui est en lien avec un des amendements qu'avait déposé Sandrine Josso, c'est l'accessibilité, la gratuité de ces futurs kits de prélèvement. Qu'est-ce que Bien vous sûr. pouvez nous en dire? Il faut qu'il y ait gratuité. On ne peut pas, une victime qui vient de subir un viol, avec une soumission chimique, si en plus vous lui demandez de payer son kit de prélèvement et ses analyses, c'est juste pas possible. Il y a un certain nombre de personnes qui ne le feront pas et qui garderont ça, pour elles. C'est juste enfin, c'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait gratuité du kit de prélèvement, mais également que les analyses soient prises en charge par, la communauté, c'est par la CNAM, par la sécurité sociale. Ces analyses sont prises en charge par la justice si vous portez plainte. Il faut qu'elles soient prises en charge par la sécurité sociale si vous ne portez pas plainte et si vous allez aux urgences. De la même manière, moi, je suis prêt à écrire tout ce qu'il faudra faire Oui. pour avoir, cet argent. Il ne faudra pas faire de l'immunoanalyse, comme on peut commencer déjà à voir dans certains laboratoires de France. Non, il faudra imposer un certain nombre d'analyses, exactement comme on l'a fait en médico-judiciaire. Il faut imposer la technologie à utiliser, elle est simple, liquide chromatographie liquide Voilà, chromatographie, voilà. couplé à la spectrométrie de masse tandem, obligatoire. Tout laboratoire qui n'a pas ça, c'est juste pas possible qu'il fasse de la soumission chimique. Ce que vous dites est très, technique, mais c'est important de le dire. Mais même au-delà de ça, ce qui va être important via ce kit de prélèvement, c'est que systématiquement, il y a un protocole et qu'on cherche le plus large spectre des substances qui auraient pu être Bien administrées. sûr, je vous dis, nous, on doit être à 200 ou 250 molécules que l'on recherche en systématique parce que maintenant, on a tout ce qui est nouvelles drogues de synthèse. On commence à avoir des cas d'utilisation de ces nouvelles drogues de synthèse qui circulent sur internet. Nous, on est laboratoire de référence dans ces nouvelles drogues de synthèse, donc on les recherche en systématique, même dans les soumissions chimiques et on en trouve. Si vous ne les cherchez pas, vous ne les trouverez jamais et donc la victime, on va lui dire: «Bah non, vous avez rien eu», alors qu'elle sera étonnée parce que, vous savez, moi, j'ai des cas où elles me disent: «Mais je bois de l'alcool régulièrement en soirée, je fume de temps en temps, du cannabis, je prends même de temps en temps un peu de cocaïne, mais jamais il m'arrive ce qui m'est arrivé ce soir-là». Voilà. C'est très clair et donc c'est juste qu'on leur a rajouté quelque chose qui a fait l'explosion de tout ça. Un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent en tant qu'experts en toxicologie, mais même de manière générale en tant que médecin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire, aux personnes qui nous écoutent? La soumission chimique, ça existe réellement. Maintenant, ça y est, on commence à en parler, on commence à avoir pris, conscience de ça. Il y a moyen de l'identifier. Et il faut absolument, le plus possible, aller porter plainte et si jamais on ne veut pas porter plainte, il faut au moins passer par ce nouveau système qui va être mis en place en France avec ce kit de prélèvement, avec lequel théoriquement il y aura un lien avec les laboratoires agréés,
Le CRAF aura une liste des Le laboratoires. centre de référence des agressions, Voilà, facilitées par les substances. tout à fait. Il va avoir une liste de laboratoires avec lesquels on pourra travailler et avec lesquels les laboratoires ou les infirmières qui feront les prélèvements pourront travailler de manière à ce que ces analyses soient bien faites. Donc le message, il est clair. La soumission chimique, ça existe. Si vous la subissez, il faut faire en sorte de l'identifier. Et autre message, méfiez-vous quand vous êtes en soirée, en discothèque, allez aux toilettes quand vous avez vidé votre verre, par exemple, ou alors, il faut avoir une copine qui va vous surveiller votre verre. Même si la plupart des soumissions chimiques, c'est souvent dans un milieu au domicile, par des gens que l'on connaît. Donc, voilà, ça malheureusement, c'est plus compliqué à prévenir. Merci Jean-Claude Alvarez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous et on se retrouve pour un prochain numéro de podcast très vite.